Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 27 mars. Première convention collective entre la Ville de Bonaventure et le syndicat des travailleuses et travailleurs de leur municipalité. Une solution de rechange écologique aux masques jetables. Campagne de membership au Conseil régional de l'environnement Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Campagne de membership également à la Chambre de commerce et d'industrie Baie-des-Chaleurs. Et réponse insuffisante de la part de la direction de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon selon Environnement Vert Plus. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, les amateurs de hockey pourront assister et encourager leur équipe préférée du 29 mars au 3 avril prochain à Chandler. Les divisions Atom, Pee-Wee Bantam et Midget s'affronteront à l'occasion de la Coupe des Jardins qui était prévue en 2020 et remise cette année à cause de la pandémie. Les finales seront d'ailleurs diffusées sur nos ondes et sur le Facebook de la télé dimanche le 3 avril prochain. Après plusieurs mois de négociations, mercredi le 23 mars dernier, a eu lieu la signature de la première convention collective entre la Ville de Bonaventure et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Bonaventure. Nous avons rencontré Roch Audet, le maire de la Ville de Bonaventure, à ce sujet. Bien content. On a réussi à signer ça mercredi dernier, mercredi cette semaine, c'est-à-dire, puis on est bien content d'avoir arrivé à poser notre signature sur la première convention collective de la Ville de Bonaventure. C'est ça, vu que c'est la première, c'est pas quelque chose de simple. Non, effectivement, on a l'accréditation qui est tombée en 2019. On a commencé les négociations en mai, je vous dirais, mai 2020, donc quasiment un an plus tard. Puis, on a réussi quand même à arriver à une entente de principe en octobre, donc 15 mois après le début des négociations. Donc, il y a eu certaines problématiques là, au niveau des porte-paroles. On a eu des changements, donc ça a entraîné des délais. On s'est fait soutenir par un médiateur qui nous a beaucoup aidé à cheminer aussi dans le processus, puis à arriver à trouver nos zones de compromis là, pour avoir à signer un premier projet de convention collective. C'était quoi le plus gros défi? C'est une première. Une première convention collective, c'est toujours un peu plus long. Il y a beaucoup d'apprentissage de part et d'autre, que ce soit au niveau de l'employeur, au niveau du syndicat aussi, ou des employés, de bien comprendre les principes qu'on doit retrouver à l'intérieur d'une convention collective. Bien évidemment, on cherche toujours à avoir le maximum, donc il a fallu retravailler beaucoup d'éléments qui étaient déposés dans leur projet. Le principal élément, je vous dirais, là, c'était surtout au niveau de l'horaire d'hiver. Donc, on a un horaire qui est très particulier à Bonaventure avec des semaines de travail sur une faction à trois équipes. Donc, c'était un peu tout ça qu'il fallait s'assurer de trouver comment on peut offrir un service aux citoyens de qualité tout en donnant des bonnes conditions de travail aux salariés. Donc, même cet élément-là demeure encore un élément qu'on aura à travailler en comité de relations de travail parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de part et d'autre, là, je parle là, au niveau autant de l'employeur que le syndicat, de bien comprendre l'importance de cet horaire-là, puis la moduler pour s'assurer d'avoir un service de qualité aux citoyens. Tout ça avait commencé quand? On parle d'une accréditation en 2019, puis on parle d'un début de négociation en mai 2020. Il y a eu un dépôt des demandes syndicales en mai 2020, puis après ça, on a enclenché, mais il y a eu le processus, il y a eu l'été qui a passé, des changements de porte-parole, comme je mentionnais tantôt. Puis après ça, on a vraiment plus commencé à l'automne des rencontres de négociation avec une séquence, avec un calendrier. Vous êtes satisfait? Satisfait. Écoutez, on veut toujours avoir le mieux pour nos employés, mais on veut toujours respecter la capacité de payer de la population de la ville de Bonaventure, ça c'est certain. On a essayé de chercher cet équilibre-là. On est conscient aujourd'hui qu'il y a une rareté de main-d'œuvre, qu'il faut bien s'occuper de notre personnel, mais il fallait travailler à l'intérieur d'un cadre budgétaire assez important. Donc, on sait qu'il y a un coût d'une centaine de mille annuels de plus à la première année, donc veut pas, ça a un impact pour nos citoyens. On a réussi à l'intégrer déjà dans les budgets 2021-2022, donc l'impact est déjà connu pour la population. Il reste à cette heure à s'assurer que le processus s'ensuit, puis qu'on travaille vraiment avec cet outil. On va le prendre comme un outil pour pouvoir bien accorder les conditions de travail et les relations de travail. Donc, c'est déjà enclenché. Je vous dirais, il y a un premier CRT qui devrait avoir lieu sous peu, puis le syndicat est en accord avec ça. On doit travailler des éléments ensemble puis s'assurer de rendre le meilleur service à la population.
Au niveau de l'hôtel de ville, comment que ça avance-tu bien? Ben écoutez, le premier pas, on l'a fait. On est rendu dans nos locaux temporaires au 151 avenue de Grand Prix, qui se trouve être l'ancien centre local d'emploi, dans les mêmes bureaux qu'Axio, la firme d'arpenteur. Donc, nous, on vient de déménager. On a élu domicile le 22 mars. Officiellement, on a ouvert les portes aux citoyens. Fait qu'on on commence, les travaux vont commencer le 4 avril prochain. Donc, pour se terminer, ce qui est prévu dans le calendrier, j'ai pas vu les échéances finales, mais il restait qu'il nous avait mentionné qu'en décembre 2022, ça devrait être terminé. Bon, il faut s'attendre peut-être à une prolongation avant de transférer. On ne transférera pas à Noël, ça va probablement être en janvier, si jamais les nouveaux bureaux sont prêts. Mais en attendant, tous les mêmes services sont offerts ici. Tout à fait. Écoutez, il n'y a rien qui change. Tous les employés sont sur le même plancher. Les travaux publics continuent. Le camping va ouvrir. Il n'y a pas aucun changement à ce niveau-là. On a fait du visioconférence pendant 2 ans. On est capable de s'adapter à la réalité qu'on a aujourd'hui. Fait que non, on est là. Puis on va toujours offrir le service à la population. Puis tout est en place pour que ça fonctionne très bien. Bonne nouvelle pour l'environnement. Les travailleuses et travailleurs du Québec ont maintenant une solution de rechange aux masques jetables. Michel Secours, designer et responsable à la recherche et au développement au sein de Fret Design, nous en parle. Bonjour Michel. Bonjour André. Vous êtes là depuis le tout début. Pouvez-vous nous expliquer comment ça a commencé, Fret Design, au juste? Fret Design, ça a commencé à Montréal. On faisait des vêtements de tricot de laine de mérino avec des insertions de fourrure, parce que moi, j'ai une formation en fourrure. Puis pourquoi ça s'appelle fret, dans le fond, c'est qu'on faisait que des vêtements pour l'automne-hiver. Fait comme c'est des lainages, on voulait un nom qui corresponde à notre culture québécoise, mais aussi qui représente un peu les collections hivernales qu'on faisait. Fait en brainstorming, on a fini par... froid, frisson, frisquet. Ben, fret, coudon, tu sais, c'est parfait, fret. Puis là, F-R-E-T-T-E-A, il me semble on peut enlever le E à la fin. Un tréma sur le T. Fait qu'avec le E tréma, ça a donné comme une image au mot. Puis c'est devenu fret, F-R-E tréma T-T. C'est comme ça que ça a commencé. Puis ça fait combien de temps? Ça fait 25 ans cette année. 25 ans? Oui, ça va vite. Vas-y. C'est quoi les produits que vous offrez au juste présentement? Ben nous, on offre des vêtements pour femmes principalement, mais on commence de plus en plus à faire des items soit unisexes ou pour hommes. On a une belle collection pour hommes dans des matières naturelles. On utilise 95% de nos matières sont complètement naturelles. On travaille avec des fournisseurs textiles qui ont une conscience écologique, qui sont situés un peu partout sur la planète, mais on essaie de les choisir pour la qualité de leurs produits, leurs opérations qui sont les plus écologiques, c'est-à-dire, par exemple, parce que fabriquer un textile, ça peut être très dommageable pour l'environnement. Fait qu'on va travailler avec des entreprises qui utilisent en circularité l'eau, pour ne pas en gaspiller, les solvants, mettons, ou les teintures, parce que ça prend des produits chimiques, souvent pour traiter la fibre ou pour la teindre. Fait qu'on s'assure que ça soit des entreprises qui travaillent dans une circularité où le cycle est fermé, donc récupération de l'eau, récupération des solvants pour la prochaine batch, par exemple, et non pas jeté dans l'environnement. Fait qu'on fait une recherche toujours là, pour avoir c'est des fournisseurs qui ont les mêmes valeurs que nous au niveau de l'environnement. Puis là, dans la même vague d'idées, vous avez une solution de rechange écologique aux masques jetables. C'est très intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant parce que c'est une solution qui est normée, qui est reconnue au niveau des instances normatives, c'est-à-dire avec des protocoles de tests bien précis en laboratoire qui valident l'efficacité des masques. Puis nous, on a commencé ça en voyant le désastre écologique des masques jetables. Puis comme on comprend bien l'impact des produits textiles à base de matières qui sont synthétiques, qui sont, dans le fond, à base de pétrole. Puis c'est sûr que les hydrocarbures, c'est quelque chose qu'on doit gérer comme si c'était des matières précieuses maintenant, d'après nous. Puis de 2, on le sait que quand c'est utilisé pour les textiles, comme souvent ça cherche à imiter
une matière naturelle qui est comme un lainage, un acrylique qui va ressembler à un lainage, un polyester qui va ressembler à une espèce de coton. Et la façon que les polymères sont fabriqués avec des fibres assez courtes. Prenons l'exemple extrême d'un polar qui, à chaque lavage, va libérer des millions de microparticules dans l'eau de lavage, puis ça s'en va directement dans l'environnement parce que il y a pas assez de filtres dans les installations d'épuration des eaux usées pour filtrer toutes ces microparticules-là. Ces microparticules-là, c'est du plastique, puis c'est de la micro puis de la nanoparticule au niveau de la taille. Puis c'est vraiment dommageable parce que on le sait depuis plusieurs années, mais les études se peaufinent depuis quelques années, puis ces microparticules-là sont vraiment dommageables parce qu'ils s'accumulent dans la biologie des êtres vivants, en plus de se déposer partout. Puis c'est vraiment, vraiment dommageable parce que ça rentre dans nos cellules, puis c'est un intrus, donc ça vient attaquer la cellule et la cellule s'auto-détruit pour pas venir contaminer les autres cellules autour ou contaminer son hôte dans son univers dans lequel la cellule appartient. Fait que c'est super dommageable, là. Ça va, de plus en plus être connu au niveau du public, mais c'est vraiment important de comprendre l'impact que les matières synthétiques, les pneus qui sont en polyester, c'est aussi un gros générateur de microparticules de plastique. Fait qu'il faut vraiment trouver des solutions alternatives. Puis, c'est sûr que nous, notre domaine, c'est le vêtement, c'est le textile. Fait qu'en comprenant tout ça, ça nous a amené à comprendre aussi qu'en faisant un masque, il fallait qu'on protège tout cet aspect-là de libération des fibres, puis faire quelque chose qui était le plus durable possible pour utiliser le minimum de matière possible. Donc, c'est comme ça c'est avec cette vision-là qu'on a voulu produire quelque chose qui pouvait être efficace pour les gens, mais aussi qui protégeait la planète, puis, mais qui était normé, là. Fait qu'on a travaillé dans cette optique-là en se disant que la durabilité allait être notre principale préoccupation. Le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine est en pleine campagne de membership. Caroline Duchesne, la directrice du CREGIM, nous informe à ce sujet. Bien, bonjour Caroline. Bonjour André. Pouvez-vous nous rappeler premièrement, c'est quoi le CREGIM, c'est quoi votre mission au juste? OK. Le CREGIM, c'est l'acronyme de Conseil régional environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. En fait, c'est un organisme de protection de l'environnement qui travaille toujours dans un contexte de développement durable et qui utilise la concertation pour arriver à ses fins. Donc, avec la concertation, on pense qu'on peut arriver à changer des choses, à influencer nos leaders socio-économiques, nos élus dans leurs choix ou dans leur façon de faire. Mais à la base, c'est un organisme pour protéger l'environnement. On a 5 axes de priorité. Il y a le développement durable. On a aussi les matières résiduelles, l'énergie, les ressources naturelles et les changements climatiques. C'est très large parce que l'environnement, comme on dit, c'est même quand on parle de santé, l'environnement est lié aussi à la santé. C'est un mot qui est très large. Fait qu'on a fallu se donner un peu des balises, puis on revient avec 5 priorités qui sont quand même très englobantes, là, faut se le dire. Là, c'est un beau moment pour devenir membre du CREGIM. On a un membership pour plusieurs raisons. La première, je pense qu'en ayant un membership, ça va chercher des passeurs de messages aussi. Nos membres sont toujours informés des enjeux qui sont d'actualité en région. On a une infolette, etc. Fait que ça va nous chercher une certaine visibilité parmi les entreprises, les individus. Donc ça, c'est un avantage. Le deuxième, c'est que aussi, en étant membre au CREGIM, il faut se dire que tous les argents amassés, sont mis dans un compte distinct et sont redistribués à 100% dans la communauté. Ça fait qu'il n'y a pas de frais d'administration qui est retenu là-dessus. Tu nous donnes un 10 $ de membership, il est mis dans un compte, puis le 10 $ va être entièrement remis à d'autres organismes qui font des projets concrets à caractère environnemental. Puis pour ça, il faut
Comme c'est de l'argent qui vient des membres, c'est par respect qu'on le remet à d'autres membres, comme que ce soit Comité ZIP, des conseils de l'eau ou des organismes qui œuvrent aussi en environnement, ou ça peut être une municipalité qui fait un parc, ça peut être, il y a plein il y a plein de choses, mais aussitôt qu'il y a un caractère environnemental, c'est des projets qui sont quand même facilement acceptés, là. On peut tout regarder ça sur notre site web. Puis souvent, c'est pas des gros montants qu'on va financer, c'est à un maximum de 2 000. Sauf que ce 2 000 $-là, pour un organisme ou une municipalité, ça peut lui permettre d'aller chercher d'autres montants substantiels parce que ce 2 000 $-là va compter comme l'apport du milieu qu'on appelle. Puis ça, c'est plus difficile à aller chercher là, dans la population. Ça fait que c'est un fonds qui est quand même très intéressant, là. Il y a aussi, au niveau du membership, on est reconnu également comme organisme de charité. Ça fait que chaque personne qui nous donne, que ce soit 10 $ ou 100 $ ou si quelqu'un nous fait un don, une entreprise, on est quand même reconnu pour pouvoir émettre des reçus de dons de charité. Mais qui peut être membre, au juste? Oui, qui peut être membre? On a des individus, on a des entreprises, on a des municipalités, des MRC. C'est vraiment ouvert. C'est vraiment ouvert à ceux qui croient en la protection de l'environnement. Puis des fois, on pense qu'en Gaspésie, on n'a pas de problème, tout est beau, la nature est belle. Puis, mais tu sais, dans le fond, il y a toujours des enjeux qui soient des enjeux qui sont naturels ou qui sont liés à l'humain ou à l'exploitation des ressources qu'on fait ou peu importe. Ça fait que ceux qui ont le goût de s'investir dans la protection de l'environnement par la concertation, ça finance... ça finance pas vraiment le CREJ, là. J'allais dire une grosse bêtise. C'est pas le CREJ que ça finance, mais bien un fonds. Puis c'est quoi les meilleurs moyens pour s'inscrire? Le site Internet. Le site Internet, vous pouvez payer directement sur le site Internet, remplir votre formulaire, choisir, moi je suis individu. Un individu, par exemple, c'est 10 $, tandis qu'un organisme communautaire, c'est 30. Il y a différentes catégories. Vous choisissez votre catégorie, vous remplissez le formulaire. Vous pouvez payer en ligne maintenant avec notre nouveau site Internet. Puis s'il n'y a pas de carte de crédit ou de PayPal, vous avez l'adresse pour faire un chèque ou vous pouvez venir nous visiter à nos bureaux aussi à Bonaventure. La Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs aussi est en campagne de membership. Maurice Quesnel, le directeur général, nous en parle. Les gens, ils peuvent être membres aussi de la Chambre de commerce. C'est quoi les avantages d'être membre? Moi, des fois, je donne en exemple tous les ordres professionnels qui existent, comptables, médecins, dentistes, etc. Les autres doivent faire partie d'un ordre professionnel. Ils n'ont pas le choix. Moi, je me dis, quand tu es en affaires, tu devrais faire partie de ta chambre de commerce. Parce que, nous, on a quand même un conseil d'administration qui est bénévole, qui travaille pour l'ensemble de la communauté, pour la richesse collective, dynamiser la région. C'est vraiment ça qu'on fait. Puis tout ce qui est fait par la chambre de commerce, nous, on reçoit de l'aide financière de chacune des MRC, qu'on a signé des ententes avec eux sur 3 ans, mais c'est la seule aide vraiment qu'on reçoit. Sinon, c'est toutes les entreprises privées, nos partenaires financiers, c'est le membership, selon les activités qu'on fait. C'est comme ça. Puis avec tout ce qu'on fait au point de vue gouvernemental, moi, je suis inscrit au registre des lobbyistes, je n'ai pas le choix. Les interventions qu'on peut faire, même pendant la pandémie, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait contacté et dit « moi, je ne peux pas avoir la PCU parce que je ne me prends pas de paye, moi, je me prends juste des dividendes. Puis mon entreprise, ça fait pas des années qu'elle existe. » Fait qu'on est intervenu, je me rappelle, c'est moi qui en ai parlé au ministre Duclos, au Conseil du Trésor au fédéral. Puis ils ont changé, ils ont dit « non, c'est vrai, ça n'a pas d'allure. On ne peut pas laisser tomber des entreprises comme ça. » Puis surtout, son entreprise à elle, comme tous les restaurants étaient fermés, la plupart des restaurants, fait que tous les investissements que cette personne-là avait fait, ça tombait. Fait que c'est tout ça qu'on fait, mais on le fait. Le gel, à un moment donné, de la cotisation d'assurance-emploi des entreprises, ça a été négocié ça, par les chambres de commerce. C'est du réseautage, c'est tout ce qu'on fait un petit peu, puis nos bénévoles, parce que les conseils d'administration, c'est bénévole, ce qu'ils font, c'est des gens très occupés, mais ils croient, eux autres, vraiment
à dynamiser la région, puis à l'économie de la région. Fait que c'est un petit peu là, on est pour le développement économique, on travaille beaucoup pour ça, essayer d'amener des solutions, des idées. Nous, on a fait beaucoup de formations, on a fait beaucoup de formations, d'accompagnement à beaucoup d'entreprises. Fait que c'est un petit peu à ça qu'on sert. Puis en plus, on a des avantages commerciaux avec, je parle, mettons, avec Flagship. Tu peux choisir si tu vas avoir UPS, DICOM, peu importe le transporteur, puis c'est un compte, c'est bien facile, tout est sur Internet, tu mets ton poids, tu sais exactement le prix que ça te coûte, puis comment que ça va. Puis tu as des rabais, ça va jusqu'à 70% dans une année. Puis on a des membres qui l'utilisent beaucoup. Fait que ça, c'est un avantage qui est pour les chambres de commerce, le régime d'assurance collective des chambres de commerce. Moi, j'ai des ententes pour les membres avec Pascal Aviation. Si je réserve, mettons, aujourd'hui, pour partir demain, au lieu de payer 1100 ou 1200, ça va te coûter 750 avec les taxes, ou 650, dépendant des fois. Là. Fait que j'ai un tarif comme ça, mais juste pour mes membres. J'ai des ententes avec les hôtels à Québec, un hôtel à Montréal. Fait il y a tous ces petits côtés-là qu'on négocie pour nos membres parce qu'ils ont à se déplacer. Ça paraît, un hôtel, là, présentement à Montréal, même en été, à 179 là, en plein centre, à côté du Palais des Congrès, c'est un super hôtel. Là. Il est neuf, il a été bâti là, en 2018. Donc, c'est pas un hôtel cheap, ça. C'est pas un 2 étoiles. Là. Fait qu'il est super bien placé. Fait que c'est vraiment des choses comme ça. Fait que c'est tout ça qu'on fait, puis tout l'ensemble du travail qu'on fait, puis on est reconnu à travers la province de Québec comme une chambre de commerce très dynamique. Puis juste le déjeuner qu'on fait l'entreprise du mois, qu'on fait 6 fois par année, là, avec, on reconnaît une entreprise. Puis c'est les gens qui votent au déjeuner pour savoir pourquoi elle devrait être nommée entreprise du mois. Ils gagnent des campagnes publicitaires avec nos stations de radio, CFM et CHNC. Le gala reconnaissance, reconnaître le travail des entreprises qui est fait. On met en évidence aussi les produits de la terre, produits si on veut, des pêches, de l'élevage avec nos soupers gastronomiques gaspésiens. C'est même allé jusqu'en France, ça. Fait que quand on a fait les soupers avec Jean-Luc Boulay de l'émission Les Chefs. Fait que c'est des choses, c'est tout ça qu'on fait, on en fait beaucoup, puis souvent on se fait dire qu'on se vante pas assez de tout ce qu'on fait, là. Mais c'est ça, on est vraiment une chambre très dynamique, puis c'est comme normal, puis il y a des gens qui disent, ben oui, je vais aller dans la chambre de commerce si je veux rencontrer du monde, puis je veux faire connaître ma business, puis il y en a qui ont des business qui c'est pas nécessairement qu'ils font affaire localement. Ils font affaire localement, mais ils disent, c'est sûr que je vais encourager ma chambre de commerce. On a des partenaires financiers qui, même s'ils ne seraient pas partenaires financiers, ça ne change rien pour eux autres. Là. Mais eux autres, ils voient le travail qui est fait parce que c'est des entreprises qui ont bûché fort. Fait qu'ils vont aider notre chambre de commerce parce qu'on en a besoin. Environnement Vert Plus demande à la cimenterie de Port-Daniel-Gascon et à la Caisse de dépôt de bonifier sa proposition de divulgation au niveau de la qualité de l'air à Port-Daniel-Gascon. Voici ce dont le porte-parole d'Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, avait à nous dire à ce sujet. Bonjour Pascal. Bonjour André. Là, il y a une demande officielle qui a été faite à Simon Mégonis concernant les données de la qualité de l'air ambiant et les émissions atmosphériques. Pouvez-vous nous remettre en contexte? C'est qui a envoyé la lettre au juste et c'est quoi qu'elle contenait? C'est une lettre qui a été envoyée par les 4 organismes membres du comité de suivi environnemental de la cimenterie. On parle de Nature Québec, le Conseil régional de l'environnement, de la Gaspésie, le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud et le CIRAD. Et ce que la lettre demandait, en gros, c'est les données, en fait, spécifiquement, c'est les données de qualité de l'air à Port-Daniel et les données d'émissions atmosphériques. C'est une lettre qui a été envoyée à la suite des pressions qu'Environnement Vert Plus a mis sur ces organisations-là. Puis, de manière plus précise, les données de qualité de l'air, c'est les stations d'échantillonnage. On prélève l'air ambiant à 3 points le long de la 132 à une certaine distance de l'usine pour évaluer qu'est-ce que les gens respirent. Et les données d'émissions atmosphériques, ça, c'est ce qui sort de la cheminée. Parce que quand ça sort de la cheminée, bien, ça se dilue dans l'air, puis là, ça se retrouve un peu plus loin, puis on ne retrouve pas
les données de qualité de l'air et les données d'émissions atmosphériques, dépendant de la direction du vent, ça se peut qu'il y ait une station qui ne pogne rien, même si la cheminée émet beaucoup. Donc, c'est ces deux paramètres-là là, qui étaient demandés par les organismes. OK. Puis comment cette lettre a été perçue? Ce qu'on sait, c'est que l'acimenterie a donné une réponse. Puis la réponse qu'ils ont donnée, c'est on va donner les données de qualité de l'air. La cimenterie ne s'est pas prononcée sur les données d'émissions atmosphériques et ils ont dit qu'ils allaient livrer ces données-là aux 3 mois. Là, vous avez soulevé comme 2 problèmes. Quels étaient ces 2 problèmes? C'est quoi vos attentes? C'est quoi vous demandez au juste? Bien, le premier problème, il n'y a pas d'émissions atmosphériques qui sont divulguées. Donc, ce qui sort de la cheminée n'est pas connu avant que ça se ramasse plus loin dans les stations d'échantillonnage. Puis, ça laisse une chance à la cimenterie, si le vent est du bon bord, de cacher ce qui crache dans l'atmosphère. Ça, pour nous, c'est problématique. Après ça, un autre truc qui est problématique, c'est le fait que ces données-là n'arrivent pas en continu. On veut que les gens de Port-Daniel, Gascon, les environs de la cimenterie sachent ce qui leur tombe sur la tête au moment où ça leur tombe sur la tête. Quand il y a une odeur particulière dans l'air, c'est-tu la cimenterie? Le vent est dans la bonne direction, je sens quelque chose d'anormal. Peux-tu aller voir quelque part sur Internet pour valider que c'est la cimenterie ou pas qui est en train d'émettre ça? Et ça, c'est quelque chose qui est possible, puis c'est quelque chose que la cimenterie refuse toujours de faire. Et tu disais 2, là, mais il y en a 3. Un autre truc problématique qu'on trouve, c'est que ce n'est pas tous les paramètres qui sont nécessaires, qui sont révélés par la cimenterie. Les émissions de métaux, cadmium, plomb, vanadium. Du vanadium, on sait qu'il y en a dans le coke de pétrole. Ça, il n'y aura pas de rapport là-dessus, même aux 3 mois. On pense que c'est important d'avoir... On sait qu'il y a des poussières qui sortent de là. Les poussières fines, c'est quoi les quantités de poussières fines aussi? Parce que dans les paramètres que la cimenterie dit qu'elle va divulguer, il y a les poussières totales, mais plus une poussière est fine, plus elle se ramasse loin dans les alvéoles pulmonaires et plus elle cause de dommages. Donc, les particules fines sont beaucoup plus importantes à connaître que les particules totales et c'est un des paramètres qu'on croit qui devrait être divulgué par la cimenterie. D'accord. C'est quoi vos intentions pour prochainement, là? Bien, on aimerait ça que la cimenterie réponde à l'appel puis améliore sa réponse. On va continuer de mettre de la pression. On a proposé à la cimenterie s'il y avait besoin d'un programmeur pour faire un outil en ligne pour mettre leurs données. On peut leur fournir le programmeur, on connaît des gens. On pense s'en aller vers l'achat d'équipements pour mesurer les émissions, pas les émissions atmosphériques, mais pour mesurer la qualité de l'air. Encore là, c'est touché, on n'a pas une expertise là-dedans, mais en tout cas, il y a des outils pas si dispendieux que ça qui pourraient être installés à Port-Daniel. Là. OK. Mais on parle de projet, on ne parle pas de quelque chose qui se concrétise encore. OK. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 27 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!